Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors ce matin, notre invité fil rouge, c'est Serge Kergoat, le président de la société finistérienne Krompoes, un nom emblématique de la crêpière ou bilig pour les plus bretonnants d'entre nous. Il évoquera tout à l'heure l'âme et les atouts de cette entreprise qui lui était quasiment prédestinée. Une belle histoire qu'il est là pour nous raconter. Au menu également ce matin, magie noire et sorcellerie en Centre-Bretagne, tout un programme. C'est le coup d'œil dans le rétro de la semaine, une archivina de votre télévision régionale qui date de 1982 et qui nous sera commentée par l'historienne Fanny Bugnon. Dans la rubrique mer, Patrick Soulabaille fera un zoom sur un fan de paddle à voir dimanche prochain sur notre antenne dans le magazine Littoral. Nous nous intéresserons également à vos droits. Vous êtes en train de rénover, de construire votre habitation. Restez bien avec nous, nous avons des conseils à vous donner pour éviter toute déconvenue lors de la réception de travaux. La dernière étape d'un chantier à ne surtout pas négliger, c'est ce que nous dira maître Estelle Garnier, avocate à Rennes. Enfin, dans la rubrique coaching déco de cette semaine, Aurélie Véritré évoquera avec nous un superbe projet d'aménagement d'une bibliothèque dans un salon. Sans oublier, en fin d'émission, le débriefing inspiré de la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu de ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Serge Kergoat. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes né à Quimperlé et vous avez, on peut le dire, toujours eu une âme d'entrepreneur. Votre fonction aujourd'hui de président de la société Krompoes, basée à Pluguffan, près de Pont-l'Abbé, n'est pas due au hasard, mais ça, on verra ça au long de cette émission. Mais d'abord, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous avec vos petits papiers. Allez, je vous propose d'en tirer un premier, on va voir d'où tout ça vous vient. Il n'y a jamais de hasard. Oui. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on peut lire sur votre papier ? On y lit papa pilote. Papa pilote. Votre père était pilote alors ? Oui, mon père à 17 ans, pour la faire courte, s'est engagé dans la marine, dans l'aéronavale, et puis dans la marine, et puis de fil en aiguille, il est devenu pilote. Voilà, donc c'est un parcours exceptionnel dans le sens où, pardon. Oui, assez exceptionnel. Oui, dans le sens où il est parti à 17 ans, et puis. Comment dirais-je, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à faire son cours de pilote aux États-Unis, voilà, sur une base navale américaine, et où il a appris à piloter des avions, puis des hélicoptères, et pour ensuite revenir en France et continuer sa carrière. Donc il parlait très bien anglais. Il a fallu qu'il s'y mette. De toute façon, il n'avait pas le choix. Donc, les manuels n'étaient pas en français, d'après ce que j'ai compris. Je pense aussi. Et il a fait 2 fois le tour du monde sur la Jeanne d'Arc. Voilà, quand plus, même. Oui. Sacrée aventure. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. Il n'y a pas de raison, on s'occupe du côté paternel, mais on va aussi s'occuper du côté maternel. Et alors oui, votre maman... Maman bio, pourquoi ? Parce que ma mère a été pionnière dans son genre, vraiment pionnière, dans le sens où elle a ouvert, il y a plus de 50 ans, le premier magasin, en tout cas à Quimper, je pense qu'on peut dire dans le Finistère, le premier magasin de produits naturels, biologiques, etc. Voilà, on ne disait pas bio à l'époque parce que finalement c'était juste normal. Enfin, il n'y avait pas de... Alors on pouvait dire bio, mais on vous regardait avec un grand sourire assez narquois parce que c'est difficile d'avoir raison trop tôt. Et à l'époque, tout ça a été regardé avec beaucoup de défiance. Et c'est bien dommage parce que quand on voit la réalité d'aujourd'hui, voilà. Mais dans tous les cas, oui, ça a été une pionnière. Et elle avait, peut-être, ça vous vient peut-être de là, cette âme d'entrepreneur, finalement. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Je pense. Bon, vous restez avec nous, Serge Kergoat. On reviendra tout au long de cette émission sur votre parcours et l'histoire de cette belle entreprise Krompoes. Nous, pour l'instant, nous allons plonger dans les archives de notre télévision régionale. Au programme ce matin, de la magie et de la sorcellerie. L'historienne Fanny Bugnon nous rejoint et elle va lever le mystère. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors dites donc, c'est plein de mystères ce que vous nous proposez ce matin. On était en 1982, c'est ça ? Absolument, on est en 1982 dans un petit village qui s'appelle Saint-Gilles-Vieux-Marché, dans les Côtes-d'Armor en Centre-Bretagne. Et une affaire de sorcellerie déchire ce tout petit village, 450 habitants. Et donc nous allons découvrir ce qui se passe dans cette communauté villageoise où une famille est accusée d'avoir jeté des sorts aux autres. Voilà, attends. Suspense. Comme ça, gratuitement. Moi, à mon âge, à 68 ans,
Ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade, si bien qu'on est obligé de suivre un traitement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous dis franchement, si j'avais eu une autre maison ailleurs, j'aurais quitté ma maison. J'aurais quitté le pays. Mais qui vous accusait? Ça ici. Juste ici. Jamais accusé personne. De toute façon, c'est des choses, ça. Moi, je ne crois pas là-dedans, personnellement. On nous a accusés de sorcellerie, quoi. Oui. De jeter des sorts aux autres? Oui. Par une certaine personne qui était dite guérisseuse ou diseuse de sorts, quoi. C'est faux, c'est rien du tout. Tout ça, c'est des bobards. Mais il n'empêche que vous étiez en mauvaise entente avec vos voisins à cause de cela. Ça nous a fait mal, mais enfin, on s'est arrangé avec lui, alors maintenant c'est terminé. Il y a une histoire, c'est certain, qui crée de la méfiance, et ce qu'on peut craindre, c'est qu'elle crée de la haine par la suite. Et vous croyez, vous, à la sorcellerie? Personnellement, j'y crois pas. J'y ai jamais cru. Je crois que c'est une histoire d'un autre temps, que nos grands-parents y croyaient. Je veux bien, mais à l'époque où on vit, je pense que c'est dépassé. C'est plutôt bête de raconter des choses comme ça, parce que jusqu'à qu'on n'arrive pas à la mort, ça va. Mais quand il faut arriver à la mort, c'est autre chose. Et ça peut arriver, ça. Faut pas croire qu'on prend tout ça à la rigolade, mais malgré tout, c'est pas toujours prendre à la rigolade. Ah non. Moi, j'y crois pas. Mais pourquoi certains y croient? Vous avez toujours des gens qui sont plus simples les uns que les autres. Oui, mais de là à accuser ses voisins, accuser peut-être parfois des amis. Oui, mais c'est idiot, mais on n'y peut rien. Mais ça crée un mauvais climat dans le village. Bien sûr. Chacun soupçonne son voisin maintenant. Les gens intelligents ne soupçonnent personne. Mais on dit quand même qu'on jette des sorts à des animaux ici. Oui, les animaux, personne, tout. À tout le monde, on jette des sorts? Oui. Vous n'entendez ça que dans les campagnes, là où les gens sont assez faibles quelquefois, quoi. Donc il n'y a rien de démoniaque dans votre village? Mais certainement pas. Absolument pas? Certainement pas. Pas besoin d'exorciste? Pas besoin d'exorcisme non plus. Pensez que c'est peut-être de la médisance entre les gens? Non, c'est simplement, je pense que quelquefois les gens, ils voient qu'ils ne réussissent pas comme ils auraient voulu réussir. Ils ont des bêtes qui crèvent quelquefois, qui avortent. Ils se disent, il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Vous savez, dans la vie, c'est ça. Hein? Tout le monde n'a pas la même chance, mais il a sa part de chance. S'il n'a pas eu déjà, il peut l'avoir. C'est où ça s'est passé, ça? Ici, chez vous, dans votre village. Ah bon? On l'a pas appris? Non. Vous lisez pas les journaux? Vous n'écoutez pas vos voisins? On n'a pas le journal d'aujourd'hui, non? Et vos voisins, vous ne leur parlez pas? Ah si, souvent on joue aux cartes tous les soirs, ensemble. Justement, on a accusé celui d'en face d'avoir jeté des sorts à des animaux. Ah bon? Ah bon? Alors là, vraiment... dis donc, c'est la première... C'est une plaisanterie, ça. Étonnante archive. Alors, qu'est-ce que ce reportage nous raconte finalement? On fait une plongée dans les croyances populaires dans les milieux ruraux, alors qui sont héritées d'autres mélanges de cultures païennes, de croyances celtiques, un peu une espèce d'ambiance sabbat et fest-noz, en quelque sorte. Cette idée qu'il y aurait des pouvoirs maléfiques. Donc on le voit, ce monsieur au début du sujet, qui a 68 ans, qui avec sa famille donc est accusé par le qu'en dira-t-on, le voisinage, de jeter des sorts contre les animaux, en tout cas de vouloir du mal à la communauté, d'avoir été désigné comme le responsable des malheurs qui arrivent aux autres. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais comment se passe ce processus d'ensorcellement? Alors, le point de départ, c'est qu'il y a un problème. Généralement, un problème qui touche le bétail, les cultures, ça peut être aussi une source qui se tarit ou dont la qualité se dégrade. Et donc, pour ce problème, on va essayer de trouver une responsabilité. Et la causalité, généralement, c'est quelqu'un qu'on va désigner comme étant le responsable, alors qui ne va pas être désigné par la communauté en tant que telle, mais par un mage, un guérisseur, qui est nommé dans le sujet, qui aurait trouvé, grâce à la cause, grâce à ses pouvoirs surnaturels, la cause du malheur des autres. Alors, c'est le cas à Saint-Gilles-Vieux-Marché, on voit bien, effectivement. Si on remonte plus loin dans le temps, quelle est l'histoire de la sorcellerie, finalement? Alors, on a l'impression, effectivement, qu'on est dans une autre époque, quand on entend ces témoignages. Donc, c'est un sujet qui est diffusé dans le journal télévisé de Bretagne. Ça paraît surprenant, quoi. On est en 1982, c'est pas non plus oui, c'est il y a 35 ans. Quoi.
oui. Voilà, donc c'est pas si loin que ça. Ça nous ramène un peu au Moyen-Âge, aux épisodes de chasse aux sorcières, de l'histoire de la sorcellerie. Alors la sorcellerie, c'est quelque chose à laquelle on a cru pendant longtemps. Tout le monde y croyait, parce que c'était une manière d'expliquer l'inexplicable, à défaut d'avoir une rationalité scientifique, par exemple, pour le comprendre. De la même manière qu'on a poursuivi l'hérésie, on a aussi poursuivi la sorcellerie on a commencé au XIIIe siècle, et puis ensuite, il y a eu tout ce qu'on va appeler l'Europe des bûchers, la chasse aux sorcières, XVe, XVIe siècle. Mais la Bretagne a été peu concernée par ce courant, en quelque sorte, de contrôle des croyances populaires, parce que c'est une réaction aussi aux transformations religieuses, et notamment dans les régions où la culture protestante s'est diffusée, ce qui n'est pas le cas de la Bretagne, où il y a eu cette idée d'imposer, de lutter contre des croyances populaires, des croyances divergentes à ce qui était le dogme catholique. Alors, quel type de rapport on entretient précisément en Bretagne avec ces croyances? Alors, ces croyances, elles perdurent, effectivement, on le voit, on n'est plus au Moyen-Âge, on est au XXe siècle dans ce sujet, mais on a un mélange de cultes païens, de cultes celtiques autour des fontaines, autour des mégalithes, l'idée qu'il y a des pouvoirs surnaturels. Alors là, c'est des sorts qui sont jetés, mais ça peut être aussi en faisant appel à des rebouteux pour soigner, à tout ce qui relève un peu du para-scientifique, du paranormal en quelque sorte. Il y a ce syncrétisme en quelque sorte qui s'opère dans des régions rurales, dans des régions plutôt enclavées, et c'est le cas notamment à Saint-Gilles-Vieux-Marché. Ça, on l'a bien vu. Alors, il y a une exposition qui se tient en ce moment à Rennes et qui porte justement sur la sorcellerie. Son titre, c'est « J'y crois, j'y crois pas ». Absolument. Alors, c'est d'ailleurs une formule reprise dans le sujet. J'y crois, j'y crois pas. C'est une exposition donc, au Musée de Bretagne, au Champ Libre à Rennes, qui se tient jusqu'au 1er avril. Magie noire, magie blanche, croyances, sorcellerie, superstition. On va décortiquer l'histoire de ces croyances, sur quoi elles se construisent, comment elles continuent aussi à perdurer, y compris dans notre époque de grande rationalité, avec des expositions, des conférences, des projections, et notamment il y aura une conférence au mois de mars sur la figure des sorcières et des femmes jugées en sorcellerie à travers l'histoire. Je suis sûre que vous en avez encore dans votre besace au niveau des archives sur les sorcières. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. On a plein de choses. Ça a été difficile de choisir le sujet. Ça aurait pu être les menhirs, les sources, les rebouteux. On s'est dit, cette affaire de sorcellerie, d'accusation entre voisins, de boucs émissaires, de candidatons désignés par quelqu'un qui a le pouvoir, et le principe c'est qu'on désigne une autre personne qui devient elle aussi porteuse du mal, et pour s'en débarrasser, il va falloir qu'elle trouve quelqu'un d'autre à qui en quelque sorte refiler le bébé, si vous me permettez l'expression, pour s'en débarrasser. Donc il y a vraiment une dimension communautaire d'entre-soi très forte qui, comme on le voit dans le sujet, surprend certains, pensent que c'est une plaisanterie, c'est de la rigolade, mais en fait il y a encore des gens qui croient, qui adhèrent à cette conception, cette manière d'expliquer le monde. Merci beaucoup, Fanny. Ça vous surprend, Serge Kergoat, une archive comme celle-ci qui date de 1982? C'est pas non plus si ancien que ça. Surprend, non, mais ça traduit la crédulité. Voilà, et on en pense qu'on veut, mais c'est intéressant à voir avec le recul. Sociologiquement, c'est très intéressant. C'est pas spécifique à la Bretagne, par ailleurs. On a notamment l'ethnologue Jeanne Fabré-Saada qui s'était immergée pendant 2 ans dans le bocage mayennais. On avait tiré un ouvrage très célèbre qui s'appelle « Les mots, la mort, les sorts », dans lequel elle raconte qu'elle a dû être envoûtée et désenvoûtée, parce qu'il y a des gens qui jettent des sorts et des gens qui ont le pouvoir de désensorceler, de désorceler, et que c'est un fonctionnement interne à une communauté donnée. Bon, alors là, on ne va pas enchaîner sur de la sorcellerie, on va enchaîner plutôt sur quelque chose d'assez rationnel. Vous êtes parti faire vos études à Londres, c'est là-bas que vous avez appris l'anglais, avant d'intégrer une société agroalimentaire. Serge Kergoat, vous y avez passé 20 ans de votre vie. C'était une expérience intéressante. À quel point de vue, justement, d'intégrer une société comme celle-ci? Très formatrice, parce que c'était, comment dirais-je, j'ai eu la chance d'exercer pendant 10 ans, les 10 premières années, des fonctions commerciales, France, internationale, et puis après de passer au versant industriel de la maison. Et donc de découvrir tous les aspects de ce qu'est une entreprise industrielle. Comment dirais-je? Je dirais que là où j'ai beaucoup appris, c'est sur le versant industriel, parce que diriger des usines un peu complexes et dans des conditions pas faciles, c'est très formateur. Voilà. Alors vous êtes constitué aussi à un réseau toutes ces années, bien entendu, un réseau qui est très important. Mais en fait, la volonté d'avoir un jour votre propre entreprise ne vous a jamais quitté. J'ai ce sentiment-là, en fait.
Oui, non, elle a toujours été là. Alors, vous n'aviez pas forcément d'argent pour en acheter une, enfin pour en créer une, et vous en avez acheté une, du coup ? Oui, alors d'abord j'ai essayé d'en créer une, et puis le projet, tout était prêt, mais les complications administratives françaises en termes de loi sont un peu complexes, donc je suis passé à autre chose, j'ai abandonné ce projet, et puis effectivement un jour l'opportunité s'est présentée. Alors en fait, vous étiez abonné au journal L'Entreprise, qui est connu, et vous avez fait un petit test. C'est assez rigolo comme anecdote, on va vous laisser nous la raconter. Oui, c'est un journal, comme j'avais ce projet, je me disais, si des gens réussissent à créer leurs entreprises ou en racheter une, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas un jour. Et donc j'étais abonné à cette revue et je vois un article. Si vous voulez acheter une entreprise, prenez une feuille de papier, un crayon et listez les entreprises que vous rêveriez de pouvoir acheter en fonction de leur dimension, leur métier, leurs produits, leur exposition à l'international, tout un tas de critères, localisation. Et ça, je vous parle de ça, c'était il doit y avoir 25 ans. Et donc, j'ai fait une liste comme ça. De toute façon, ça ne coûtait rien. Et tout en haut de la liste, il y avait la maison Crampouze. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'était vraiment le destin, quoi. Alors, du coup, quand en avril 2006, il y a un ami avocat qui vous passe un petit coup de fil, il vous dit quoi exactement ? Et il me dit, Crampouze, tu connais ? Je ne vous dis pas ma réponse, mais bon, elle a été enthousiaste. On imagine bien. Et puis, du coup, c'est allé très vite, en fait. Très vite, oui. Vous avez signé le 2 octobre 2006, c'est ça. Vous avez racheté cette entreprise. Pourquoi ? Vous vous disiez quoi ? C'est un marché de niche ? Parce que j'avais bien identifié le fait que cette entreprise, elle était unique, parce que son produit de base, la crêpière, est unique. Donc, c'est ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est de trouver ses spécificités. Et forcément, plus une entreprise est unique, et plus elle a d'espace pour se développer, pour avancer. Alors vous dites, les business models des boîtes atypiques sont les meilleurs. Pourquoi ? Oui. En tout cas, le business model d'une entreprise comme Crampouze est vraiment très intéressant, parce que Crampouze, on va rester humble, mais Crampouze est une référence mondiale sur certains marchés de niche, la crêpière professionnelle, où que j'aille sur la planète, Crampouze est connu. Voilà. Et on trouve les produits partout, on en parlait tout à l'heure. Et puis, comment dirais-je, donc ce sont des tout petits marchés. Le marché de la crêpière professionnelle dans le monde, on ne fera jamais des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, on a une position unique. Et c'est un marché extrêmement diffus. Et c'est ce qui fait qu'on a une position, pour peu qu'on continue à faire notre métier correctement, à savoir des produits d'une qualité irréprochable et extrêmement efficace, notre position est difficilement gagnable par un concurrent qui voudrait nous rattraper. Alors vous dites crêpière et non pas bilingue, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un peu passé finalement dans le langage courant quasiment. Oui, ici dans en le tout cas langage en Bretagne. breton. Alors je comprends, on est à Rennes, donc c'est normal qu'on en parle. Mais là vous êtes en terrain conquis là, forcément. Voilà, mais vous passez la frontière bretonne et bilingue c'est plus connu du tout. Et comme nos positions sont mondiales, alors effectivement on parle de bilingue en Bretagne, mais pas ailleurs. Bon, allez, je vous propose maintenant d'accueillir un amateur de crêpes et de galettes, mais qui aime aussi la mer. C'est Patrick Soulabaille. Il va nous rejoindre de ce pas pour nous parler, vous allez voir, d'une sacrée personnalité. Bonjour Patrick. Je fais très attention parce que pour un peu que le plateau soit ensorcelé. Non, rassurez-vous là. Que sait des jamais. bonnes ondes, Non, mais ça, il n'y a aucun pouvoir. Non, c'est vrai. Fanny, non. Non, c'est bien, ça va donner une idée de reportage pour Littoral. On va faire une émission sur les fantômes. On n'est pas très loin sur les fantômes, tout ce qui touche à la mer, évidemment, avec les disparitions, la baie des Trépassés. Ça fascine pas tout le mal. monde. Il faut juste que je trouve un personnage un peu sorcier. Et c'est bon. On aime bien les personnages dans Littoral. Ouais. Voilà, c'est pour ça que... Ah bah là, vous nous en avez trouvé un. Oui, on a trouvé un qui s'appelle Sébastien Maubourguet. Alors, il fait du paddle. Alors, expliquez-nous quand même ce que c'est le paddle. Ah, le paddle. Tout le monde ne sait pas. Évidemment, tout le monde ne sait pas. C'est d'origine hawaïenne. Et finalement, les rois polynésiens se promenaient dans le lagon avec des planches, immenses planches coupées dans des troncs. C'était les premiers paddles. Ils transportaient des marchandises, ils faisaient un peu de commerce. C'était les rois qui faisaient ça. Voilà d'où vient le paddle. Dans les années 1950, c'est revenu à la mode pour surveiller les plages. Et depuis quelque temps, ça devient une discipline vraiment sportive avec des compétitions et tout ça. Et Sébastien
Maubourguet en est un des spécialistes. C'est un monsieur qui vit à Cap-Breton. Il consacre sa vie au surf. Comme il a un peu vieilli, il s'est dit que le paddle, c'était peut-être plus facile que le surf, un peu moins de souplesse. Et vous allez voir, il a, pour le coup, c'est vraiment un personnage atypique qui sort, disons, des sentiers battus. Et Cap-Breton, c'est en Aquitaine et non pas en Bretagne, précisons-le quand même. Oui. C'est des Landes. Malgré son nom. On est allé le chercher très loin. On a la houle de la vague qui arrive, hop, on se met en position surf avec la pagaie. Hop, hop, et on descend. Et on prend appui sur la pagaie, on la fait tourner de sens, on peut la faire pivoter comme ça. Et en fait, c'est du surf. La planche, elle est quand même plus grande qu'une planche de surf, mais la difficulté, c'est d'être debout sur l'océan qui est mouvant et de pouvoir partir sur une vague. Bon, pour moi, le surf, c'est quand même une expression d'art, comme dans tout sport. Et avoir cet objet dans la mer, de manœuvrer, c'est quand même artistique, j'aime beaucoup ça. Le surf, c'est de l'art. Il nous fait un peu penser à Bryce de Nice ou Brice de Nice. C'est vrai, il a ce petit côté un peu... Complètement, mais il est totalement passionné par son sport. Il ne vit que pour ça. Il a sa boutique, évidemment, de planches. Donc, il donne des cours à des enfants. Il a une chaîne YouTube. Il est suivi. J'ai vérifié. Il va un peu se balader partout, parce qu'il est allé à Hawaï, non pas Hawaï, en Californie il y a 2 ans, il est allé à Bahia il y a 1 an. Sa passion, c'est la vague. Rien d'autre. Rien d'autre. Mais il a encore sa mère qui vit un peu avec lui. Non, mais il y a... C'est le genre de personnage qu'on affectionne évidemment dans nos émissions, puisque ça fait sourire. C'est vrai qu'on le compare à Brice de Nice. Bon, c'est peut-être pas très flatteur parce que faut quand même pas exagérer, mais il a ce côté un peu naïf qui le rend extrêmement sympathique. Alors, en plus, on apprend plein de choses sur le paddle avec lui. Il y a du paddle, je ne savais pas, de vitesse, de vague, de croisière, de rivière. Il y a des disciplines comme ça qui émergent. Et puis, lui, il tente toutes les disciplines, en tout cas. La rivière, ça ne va pas le gêner. S'il faut faire un raid de 75 km, il y va. Il ne vit que pour ça. Et pour la compétition, il a plus de 40 ans, on va dire, largement. On va dire petite quarantaine. Et il est devenu champion des Landes. Il fait le championnat de France et ainsi de suite. Alors, il y a un deuxième extrait que je voudrais vous montrer parce que c'est quand même quelqu'un qui aime la vie, la nature. On va l'entendre parler un petit peu. C'est assez sympa aussi. Quand les vagues elles sont pas bien, on profite, tu vois, la balade, les coquillages. Et sinon, quand l'océan est magnifique ou quoi, là, je prends soin de ma planche. Donc c'est bien, en fait, on a 2 femmes, une planche et une vraie. J'ai commencé avec la location du stand-up paddle en 2010. En 2010, j'ai commencé. Et maintenant, entre-temps, j'ai passé mon monitorat de prof de surf. En 2010, j'ai commencé les compétitions de sup. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai la boutique, école de surf, location. Et voilà. Et entre-temps, je fais aussi des compétitions. Alors, ça me prend beaucoup de mon temps. Mais c'est mon plaisir. C'est mon plaisir, ça on l'a bien compris. Le surf c'est de l'art, mais il a une autre passion quand même, c'est les coquillages, c'est ça qui est génial. Oui, alors, son autre passion c'est quand même lié à la mer de toute façon. On ne pouvait pas tout montrer parce que puis j'ai voulu garder quand même des moments croustillants pour que le téléspectateur se branche dimanche sur Littoral, quoi. Je ne vais pas tout dévoiler, mais oui, il est un peu fâché parfois avec des expressions françaises. Et franchement, c'est vraiment un personnage. Il est vraiment super sympa en plus. Bon, faut regarder. Eh ben, vous nous avez Sa fait copine un bon est teasing, anglaise, donc elle n'a pas compris, je pense, le coup d'une femme et d'une planche.
qui sont mises à égalité. Rendez-vous donc dimanche à 12h55 sur notre antenne dans le magazine Littoral. Vous nous avez donné envie de regarder. S'il y a un sorcier du même genre, je suis preneur, vraiment. On peut peut-être trouver Fanny un surfeur et sorcier de pouvoir se trouver. On va à présent s'intéresser à vos droits. Peut-être que vous êtes en train de réaliser des travaux dans votre habitation. Si c'est le cas, est-ce que vous avez pensé à la réception des travaux? C'est une étape cruciale, surtout si vous constatez des malfaçons. On en parle tout de suite avec Maître Estelle Garnier, qui est avocate. Bonjour Estelle. Alors, réceptionner un chantier, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On fait le tour avec l'entrepreneur et on détecte les éventuelles malfaçons? Alors, avant ça, dans la majorité des cas, bien entendu, la réception intervient à l'achèvement des travaux. Réceptionner un chantier, c'est pour le maître d'ouvrage, donc le propriétaire, manifester sa volonté de prendre possession des travaux réalisés pour son compte par l'entreprise dans le cadre du contrat d'entreprise qui les a liés. Concrètement, le Code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Concrètement, à la fin des travaux, il appartient au maître d'ouvrage de convoquer l'entrepreneur, impérativement par lettre recommandée avec accusé réception. Il s'agit de cette manière, pour le maître de l'ouvrage, de se ménager la preuve de ce qu'il a bien convoqué l'entreprise, puisque la réception doit être contradictoire. Donc cela impose la convocation. Après, l'entreprise ne doit pas nécessairement être là le jour de la réception. Pour autant, le maître de l'ouvrage l'aura convoqué. Alors, le jour de la réception, le maître d'ouvrage fait le tour des travaux, examine l'ouvrage et il doit porter en réserve tous les défauts, désordres, non-conformités apparents qu'il aurait pu, à cette occasion, détecter. Donc ça doit être consigné dans un procès verbal, daté et signé. Absolument, c'est très important de mentionner toutes les difficultés qui existeraient au jour de la réception, parce qu'à défaut, on considère que le maître d'ouvrage est censé avoir accepté les problèmes. La réception remporte un effet de purge à l'égard de ce qui sera apparent au jour de la réception, de sorte que le maître d'ouvrage vis-à-vis de ces problèmes-là, ne disposera plus d'aucun recours contre l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder à la réception des travaux? Alors, le Code civil, pour sa part, ne prévoit que la réception express, donc via la signature d'un procès-verbal de réception. Cependant, parce que dans la pratique, on s'est rendu compte que les maîtres d'ouvrage ne signaient pas nécessairement de procès-verbal de réception, ni les entreprises ne le proposant aux maîtres d'ouvrage, les tribunaux ont défini une autre manière de réceptionner, la réception tacite, donc qui peut intervenir sous certaines conditions, notamment donc, une prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, et puis, en général, le paiement du prix, au moins quasi intégralement, quoi. Alors, quelle que soit l'importance du chantier, cette étape de la réception, elle est essentielle, on l'a vu, c'est elle qui nous protège finalement. Absolument. Absolument. Elle nous protège parce qu'elle constitue le point de départ des garanties légales. Donc, il y a 3 types de garanties légales. Première garantie, c'est la garantie de parfait achèvement, qui est d'une durée d'1 an à compter de la réception des travaux. Au titre de cette garantie, l'entrepreneur doit intervenir d'une part pour reprendre les désordres, non-conformités qui auraient été réservés le jour de la réception, et puis d'autre part reprendre également tous les problèmes qui seraient survenus pendant ce délai d'1 an et qui lui auraient été consignés par écrit, reportés par écrit par le maître d'ouvrage. Vous avez ensuite un second type de garantie, qui est la garantie de bon fonctionnement, également appelée garantie biennale, qui est de 2 ans à compter de la réception et qui s'applique aux éléments d'équipement. Typiquement, des menuiseries qui ne s'ouvriraient pas bien, des volets roulants qui seraient défaillants, ou encore des problèmes qui affecteraient une chaudière, par exemple. Et alors, la plus connue, c'est la garantie décennale. C'est celle dont on entend le plus souvent parler, finalement. La garantie décennale, qui a vocation à s'appliquer donc, pour les désordres les plus graves. Elle est d'une durée de 10 ans à compter de la réception. Et à ce titre-là, l'entreprise doit intervenir pour des désordres graves, je viens de le dire, soit qui portent atteinte à la destination de l'immeuble. Donc là, par exemple, concrètement, des infiltrations dans les volumes habitables, ou encore les désordres qui porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Donc des fissures importantes, un affaissement de plancher, c'est ce type de désordre.
C'est à nous finalement de vérifier quand même que l'entrepreneur, avant de commencer les travaux, a cette garantie décennale. La garantie décennale qui a vocation à s'appliquer pour les ordres les plus graves, là où elle est intéressante, c'est qu'à ce titre-là, les entreprises sont obligées, doivent être assurées. Voilà. Hein, c'est pénalement réprimé. Hein. On peut exiger une attestation Alors, de la part de l'entrepreneur avant de commencer les travaux. Il faut exiger une attestation parce que même si l'obligation d'assurance, effectivement, même s'il s'agit d'une obligation pénalement sanctionnable, eh bien, il y a des entreprises qui malheureusement ne sont pas assurées. Donc, avant tout démarrage de travaux, lorsqu'une entreprise, un maître d'ouvrage veut contracter avec telle entreprise, il doit impérativement solliciter l'attestation de garantie décennale de l'entreprise. Ça ne suffit pas, il faut également opérer des vérifications sur cette attestation d'assurance, notamment s'assurer que, par exemple, si vous faites des travaux en 2018, si vous avez une attestation qui date de 2016, ça ne va pas. Il faut que l'entreprise soit assurée pour l'année au titre de laquelle elle réalise des travaux. De la même manière, il faut que l'entreprise soit assurée pour les travaux qu'elle réalise. Si vous faites faire des travaux de grosses œuvres et que l'entreprise est assurée au titre des travaux de charpente, l'assureur vous dira ah non, évidemment, je ne garantis pas. Donc il y a vraiment des vérifications à faire de la part du maître d'ouvrage et il faut vraiment être très très précautionneux. Merci beaucoup. Les litiges sont fréquents quand même. Ça représente quel pourcentage de votre activité, les litiges liés aux travaux comme ça, à la réception des travaux? C'est 90% de notre contentieux, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour tous ces conseils, maître. Vous avez déjà été face à des problèmes de réception de travaux de ce type-là? Patrick, ça sent le vécu. Je me demandais comment c'était garanti côté crêpes. Ça, c'est 100%. Il y a la garantie plus que décennale, là, pour le coup. Un siècle. La garantie séculaire. Est-ce que c'est compliqué, Serge Kergoat, justement, de reprendre une société de 70 salariés qui fabrique des crêpières depuis 1949 ? On a envie de tout changer ou au contraire, on essaye de renforcer un peu l'identité existante ? D'abord, quand je l'ai reprise, il y avait 38 salariés. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70. Difficile. Écoutez, Crampouze était une déjà très jolie entreprise qui n'avait pas la croissance qu'elle a aujourd'hui, mais tout allait bien et surtout les fondamentaux étaient présents. Les fondamentaux sont les équipes, un climat, une ambiance et une cohésion. Et puis des produits, encore une fois, uniques, comme je le disais tout à l'heure. Donc il s'agissait surtout de respecter ça et puis de donner de l'amplitude. Vous vous êtes attaché un petit peu à une phrase qu'avait dite le patron d'Amazon. Vous n'approuvez pas tout chez lui, mais en tout cas, il a dit « Pour développer une boîte, il faut identifier son savoir-faire et creuser le sillon ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour vous ? C'est très simple. C'est à partir du moment où vous avez compris, quand vous arrivez dans l'entreprise, quel est le savoir-faire fondamental de cette entreprise. Il suffit de mettre tout en œuvre pour creuser le sillon. C'est à partir du savoir-faire en question, développer le chiffre d'affaires et l'activité de la boîte. C'est ce qu'on a fait chez Crampouze. Mais en incluant vraiment les salariés avec bienveillance. Évidemment. Qu'ils connaissent le cap. Alors vous avez fait un peu le tour du monde des appareils de cuisson pour voir un peu ce qui se faisait partout dans le monde. Ça vous a permis de développer une gamme autre que la crêpière, parce que c'est ça aussi l'enjeu pour vous. Oui. Crampouze est international depuis très longtemps, bien avant que j'arrive. Les premières exportations de crêpières professionnelles aux États-Unis datent des années 60, donc c'est pas nouveau. Mais effectivement, c'est une entreprise qui nécessite qu'on voyage beaucoup, parce que, encore une fois, on fait des salons dans le monde entier, on a des clients dans le monde entier, donc ça nous donne l'occasion de nous déplacer très régulièrement et très loin, et puis d'observer ce qui se fait. Quelles sont les tendances, quels sont les produits plus porteurs que les autres. Et à partir de ces observations et de l'analyse qu'on en fait, on fait des choix de développement. Alors justement, vous avez fait un choix de développement en vous orientant vers la plancha à un moment donné de l'histoire de l'entreprise. On va tout de suite regarder ce reportage de Tiffaine de Tricorneau avec le bureau de France de Rennes. À Quimper, cette usine s'est fait un nom grâce à ses crêpières 100% made in France. Mais depuis quelques années, c'est un autre modèle qui lui permet de conquérir des parts de marché, la plancha. Et tout est parti de ce bureau d'études. C'est-à-dire que ça, le truc, le liseré blanc, il faut qu'il s'arrête là. En 10 ans, le service de recherche et développement est passé de 2 à 7 salariés. Recruter, une autre forme d'investissement pour ce patron. Une entreprise comme la nôtre sans bureau d'études n'existe pas, tout simplement. On peut déjà dire que dans les 2-3 ans, il faudra recruter, consolider l'effectif du bureau d'études, c'est certain. En plus des embauches, il a investi 1 million d'euros l'été dernier dans cette machine de découpe laser. Son rôle, produire plus vite pour répondre à la demande partout dans le monde.
Alors vous répondez à la demande partout dans le monde hein, et vous avez réalisé, alors sur ce marché de la plancha, 40% de progression en 2017. C'est impressionnant quand même, 40% de progression. C'est dû à quoi? Au développement de la restauration rapide, entre guillemets? Enfin, il y a un marché un peu différent, marché qui évolue. C'est dû à plusieurs phénomènes, mais d'abord c'est dû à la qualité de nos produits. On a complètement refondu, on a ressorti une nouvelle gamme de plancha il y a 3 ans maintenant, en faisant intervenir un designer extérieur, en introduisant des nouvelles formes, encore une fois un nouveau design, et puis donc des nouveaux produits. Comment dirais-je, une tendance en France qui est vraiment qui est très porteuse, parce que la plancha, c'est quelque chose qui se développe fortement en France. Donc des nouveaux produits, enfin des produits adaptés, un marché dynamique. Des très beaux clients, très beaux distributeurs, et puis une force de vente très complète. Vous mettez tout ça en même temps, et ça donne ce résultat qui n'est pas toujours simple à gérer. Alors, vous produisez 10 à 12 nouvelles références chaque année. Les gaufriers, les grilles, les chauffe-sauces aussi, ça marche super bien. C'est un best-seller chez vous. Professionnel, oui. Ouais. Malgré tout, est-ce que les crêpières restent quand même majoritaires dans vos volumes ? Oui, alors il y a encore peu de temps, c'était toujours plus de 50% du chiffre d'affaires. Nous sommes passés sous la barre des 50%, mais par contre, en volume de chiffre d'affaires, les crêpières continuent à augmenter. Mais voilà, elle est concurrencée dans la maison par d'autres lignes de produits. Vous exportez beaucoup? Combien de pays? Alors, on exporte beaucoup, 35% du chiffre d'affaires global est fait à l'international, mais 53% en 2017 du chiffre d'affaires de nos ventes de produits professionnels ont été faites à l'international. Ça, c'est vraiment crucial comme facteur clé de succès. Oui. Est-ce que vous sentez un attachement, là on va revenir à la Bretagne, hein, vraiment, vous sentez un attachement à la marque Krampus pour ce qu'elle symbolise, hein. On parlait de Bilic tout à l'heure, c'est un peu la petite Madeleine de Proust, quoi. Regardez, je vois le regard de Patrick Soulabaille qui brille, je suis sûre qu'il a un souvenir avec une crêpe ou une galette que sa grand-mère faisait. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr que oui. Complètement, oui. Ma grand-mère faisait des galettes dans les Côtes d'Armor. Pays de sorcellerie. Elle avait une crêpière Krampus? Non, elle avait une galetière, on appelait ça. Enfin, oui, ça ressemble, hein, mais c'était pas électrique, c'était au gaz. C'était fascinant de l'avoir tous les vendredis. Elle faisait sa galette, c'est extraordinaire. Si c'était au gaz, c'était Krampus un jour. C'est Krampus, c'est vrai. Voilà, je voulais pas. Non, mais c'était. Vous, Fanny, vous avez un souvenir aussi de crêpes ou de galettes avec... J'en ai beaucoup, je suis très gourmande. Mais moi, je n'ai pas grandi en Bretagne, et quand j'ai découvert ces fameuses galetières, on m'a dit « Ah oui, on va faire une soirée Bilic ». Je me dis « C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Et donc, j'ai découvert cette installation, comme d'autres font des soirées raclette, etc., où on installe... les saladiers, le matériel, etc. Et puis on se retrouve, il y a une dimension aussi de commensalité, conviviale, tout le monde autour de la table, où la personne qui fait la cuisine n'est pas à l'écart, mais voilà, il y a une dimension collective tout à fait sympathique et chaleureuse. Estelle, est-ce que vous aimez la galette saucisse? Bon, alors justement, bretonne qui se respecte. Eh bien, elles sont aussi indispensables les soirs de match, ces galettes saucisses, vous le savez. Direction Rennes et le Roison Park, c'est un itinéraire Bretagne de Christelle Veillard. La nuit est tombée sur le stade, enveloppé par les fumées des marchands ambulants. Si les joueurs sont encore loin de fouler la pelouse, les saucisses, elles, sont déjà sur le grill. Depuis des décennies, les camions de galettes sont partout aux environs de la route de Lorient. Les supporters s'y agglutinent avant chaque match, avec un petit goût de rituel. Alors, la galette saucisse, le soir de match? C'est le parcours obligatoire, indispensable. On ne peut pas y échapper. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la tradition. Stade Rennais, galette saucisse. Autrefois, la galette dans les campagnes était garnie avec la casse, ce plat traditionnel du pays de Rennes, d'abats de veau et de porc mijoté, remplacé au cours du 19e siècle par la saucisse, plus pratique à manger sur le pouce. Et alors, comment elle doit être pour être bonne? Pas trop cuite. Pas trop cuite, mais enfin bon, avec de la moutarde, c'est bon. Elle doit être pas trop grasse, bien cuite, et faite avec amour. Merci beaucoup, bonne soirée. Et même les supporters adverses de Toulouse, cette fois, ne dédaignent pas croquer dedans. Ah bah oui, ça, c'est la première fois. Ah vous, c'est délicieux quoi. Ça vaut le déplacement. Hein. Ça vaut le déplacement. Ah, moi j'aime pas ça donc. Oh non.
Vous forcez là. Non, je suis une Bretonne qui aime pas ça, mais j'en mange parce que je suis dans l'ambiance, donc pinte, galette, saucisse, voilà, pour pas m'étouffer. Aujourd'hui, une quinzaine de camions est autorisée à s'installer à l'occasion des matchs du Stade Rennais. C'est le rituel. On va dire ça, parce qu'il fait froid, donc il faut qu'on se réchauffe un peu. Ah oui. Ça réchauffe les mains, ça réchauffe le... Les mains, Ouais. tout, le cœur, tout. Et là, on va gagner. Et là, on va gagner. 2-0. D'ailleurs, le score des Rouges et Noirs n'est pas tout à fait sans incidence sur la galette. C'est-à-dire que si Rennes gagne, on va vendre plus de galettes suisses après le match, il en reste plus. Ils sont plus contents que s'ils perdent, eh bien, ils rentrent directement chez eux. D'accord. Donc ça a directement une influence Ah pour oui. vous sur Oui, économiquement, quoi. c'est une influence, oui. Tout à fait. On sait que si Rennes y perd, et ben là, le retour du match va être beaucoup plus rapide que s'ils gagnent. S'ils gagnent, les gens prennent leur temps et tout ça. Là, ça se passe bien, là. But de Rennes, c'est très bon. But de Rennes, là. Ça, Voilà. c'est sûr. Ah, c'est sûr, ouais. Je viens de l'entendre. Grand sourire, c'est tout bon côté football. Et pour les tiroirs caisses, à la fin, c'est toujours la galette saucisse qui gagne. Non, pas ça. Très bonne cette galette saucisse, bien grillée, c'est important. La galette est juste tiède à peine, c'est ce qu'il faut. Parfait. Donc ça en fait 4. Ouais, 4. On retrouve maintenant Xavier Taeul, le président de l'association pour la sauvegarde de la galette saucisse bretonne, une association créée en 1994. Alors Xavier, au départ, en 1994, l'idée de cette association, c'était quoi? Au départ, c'était de manger une bonne galette saucisse au Stade Rennais. Donc on sait très bien que de toute façon la galette, quoi qu'il arrive dans le Pays Gallo, on sait la faire, mais la saucisse était d'une médiocrité qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit il est temps de faire quelque chose. Enlever tous ces morceaux de gras qu'il peut y avoir dans la saucisse, tel pour ça d'ailleurs que les gens mettent de la moutarde et du ketchup, et de faire de la bonne qualité. Maintenant, on s'aperçoit depuis que nous existons que les vendeurs ambulants ont respecté. Les gens ont respecté la charte et puis ils ont surtout respecté les 10 commandements. Surtout sur la saucisse, donc on a une charte où quand même on sait que pour faire une bonne saucisse, il faut au moins une saucisse, il faut qu'elle fasse 110 grammes, ce qui présente 9 pour 1 kilo bien sûr. Est-ce qu'il faut que la galette saucisse colle au doigt? Est-ce que ça c'est un bon critère? Une bonne galette doit coller au doigt, elle doit tacher le doigt. D'ailleurs ça devait faire partie de la charte de la galette saucisse qui a été enlevée. Enfin bon. Mais effectivement oui, une bonne galette doit tacher le doigt. Oui. Alors froide ou chaude la galette? Ça dépend du goût de chacun, mais si vous allez par exemple dans le pays de Fougères, on s'aperçoit que sur les marchés, ils ont une petite plaque, simplement pour qu'elle soit tiédie. La galette saucisse, est-ce qu'elle a franchi un peu les frontières? Non, ça reste encore dans le Pays Gallo, on peut en trouver dans le Finistère, mais on appelle plus ça de la galette, on appelle ça de la crêpe. Mais on en trouve effectivement un petit peu partout, même dans le monde entier. On a des crêperies, mais bon, c'est plus de la saucisse, c'est de la chipolata. Alors en 1998-99, vous avez fêté votre 1000e adhérent. D'ailleurs, on a des images de ça. Vous en êtes où aujourd'hui de l'association? Actuellement, on en est à plus de 3500 adhérents. 3500 adhérents, mais dans le monde entier. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on a des adhérents aussi bien au Japon, en Australie qu'à New York. À New York, c'est normal, puisqu'il y a une communauté bretonne qui est là-bas. Mais effectivement, oui, c'est quand même assez important. Alors aujourd'hui, l'association, elle vit comment? Comment elle se fait voir? Actuellement, l'association vit surtout grâce à son site internet. Et venez nous voir, vous voulez des t-shirts, on n'en a plus. Donnez-nous une suggestion pour avoir du marketing. Mais effectivement, on vit surtout avec notre site internet, sgsb.com. Alors la galette saucisse, il y a quelques temps, pas tellement longtemps, a été récupérée comme symbole identitaire. Vous en avez pensé quoi de ça? Ah oui, très bonne question. Écoutez, la galette saucisse n'est pas un parti politique. La galette saucisse appartient à tout le monde. Il y a quelques années, il y a eu un hymne qui a été fait pour la galette saucisse. Tu peux nous en chanter quelques couplets? Galette saucisse, je t'aime. Oui, j'en mangerai des kilos dans toute l'île-et-Vilaine avec du lait ribot. J'aime pas les canaris quand ils sont bien bouillis. Ça nourrit la poisson, bien les cochons. Enfin bon, bref. Bon, va falloir réviser un peu pour la chanson, mais bon, voilà. Vous connaissiez Serge Cargoat? J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que c'était une secte, mais c'est très bien. Vous avez reconnu vos petits dans le reportage? Oui. C'est de la grande pouze? Oui, tout va bien, l'honneur est sauf. Patrick, ça vous inspire quoi, un reportage comme ça? Vous en avez vu des galettes saucisses autour du Stade Rennais. Monsieur est excellent. Ouais. C'est quand on a un personnage comme lui en reportage, le reportage devient très facile à faire parce qu'il suffit de s'appuyer sur cette personne, ne pas le diriger vers ce qu'il n'a pas envie de dire. Tu
tu le laisses faire, et là, évidemment, c'est que du bonheur. La preuve, on était tous en train de sourire et rire. Ah, là, il nous va donner le meilleur. Ouais, oui. 3500 adhérents quand même à cette association. Enfin, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ouais, moi, je ne sais pas, je ne connaissais pas les chiffres. Elle est passionnée, comme quoi. Allez, on va accueillir une autre passionnée. Je ne sais pas si elle aime la galette saucisse, mais en tout cas, elle aime la déco, ça c'est sûr. Aurélie Vérité nous rejoint de ce pas. Bonjour Aurélie. Bon, fan de galettes saucisses ou pas? Bien sûr. Bah voilà. Alors Aurélie, ce matin, vous nous proposez un projet d'aménagement de bibliothèque. Voilà. Ce matin, en fait, on a travaillé sur un projet un peu différent. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de réaménager l'ensemble du séjour. Et là, les personnes avec qui on a travaillé, qui voulaient oser leur intérieur, ils avaient une idée bien précise de l'aménagement d'une bibliothèque, mais ils avaient du mal à projeter et à trouver ce qu'ils voulaient. Donc, on les a aidés. Alors, on va découvrir ce projet. Dites-nous tout. Alors, le projet, on va voir avec les photos. Il est assez simple, en fait. Dans une maison qui a été rénovée récemment. Donc, on voit que c'est propre, avec un mur vert d'eau. Quelque chose d'assez simple. On va voir que les seules contraintes techniques qu'on avait, c'était les arrivées d'électricité. Donc, il fallait réussir à aménager un coin bibliothèque qui corresponde à ça. Et puis, le client, on va voir sur les prochains visuels, nous avait montré les contraintes techniques. Et puis, ils avaient en fait une idée assez précise de ce qu'ils voulaient. Ils nous ont envoyé des photos de ce qu'ils avaient pu trouver sur Internet. Je ne sais pas si vous faites ça aussi sur les réseaux sociaux. On s'inspire, Pinterest par exemple. Oui. On like ce qu'on aime, on pin il y a tout un tas de suggestions très intéressantes. Ouais. Et puis c'est aussi des fois dans les commerces où là notamment c'est l'hôtel Balthazar à Rennes où on a des belles sources d'inspiration parce qu'il y a des superbes agencements qui sont faits. Alors du coup vous avez imaginé quoi comme ambiance parce que c'était ça aussi un peu l'enjeu. Voilà, c'est ça. En fait on a donc travaillé, essayé de créer un univers un peu jazzy lounge et on va travailler sur une bibliothèque un peu industrielle avec de l'acier et du bois. Mais quand en légèreté, quoi. Voilà. Pas que ce soit trop imposant. C'est l'idée, parce qu'après, il va y avoir beaucoup de bibelots posés dessus. Et ils recherchaient... alors, on a voulu proposer quelque chose de lounge. Et lounge, c'est... pour que ce soit lounge, il faut qu'on soit dans un environnement où on a envie de se détendre, de se poser. Donc là, on va accentuer avec des bougies ou des lumières indirectes un peu orangées. Montrez-nous ce que ça donne. Alors, on va voir le résultat. Voilà, donc voilà l'agencement qui a été imaginé. La bibliothèque qui va permettre de venir mettre des bibelots, pas mal de bibelots, mais là aussi des objets un peu plus modernes. Et puis, on va voir aussi sur la partie basse qu'il y a des aménagements, des rangements qui ont été prévus. Donc, avec une façade dans un style gris métal et du bois. Mais c'est très discret du coup, les rangements sont cachés. Voilà, les rangements sont cachés et on a de l'espace pour mettre tous les bibelots. Est-ce que la réalité virtuelle nous permet de voir tout ça, permet de se projeter dans notre futur intérieur? Une fois de plus, en fait, les casques réalité virtuelle, je ne sais pas si vous avez déjà testé un petit peu ou avec les tablettes, justement, ça aide les personnes et c'est ce qu'on veut faire avec Oser mon intérieur, c'est aider les gens, en fait, à mieux voir ce que ça pourrait donner chez eux, comme par exemple l'agencement de cette bibliothèque, et puis pouvoir se repérer, mais... ça aide aussi à s'inspirer, à collaborer pour voir si on a bien compris leur attente. Donc voilà, si vous aussi vous avez des projets où vous avez envie de vous inspirer, vous pouvez aller sur le site osermonintérieur.fr. Merci beaucoup Aurélie, et puis rendez-vous dans 15 jours. Bon, vous avez des envies de changement dans votre déco les uns et les autres? Une petite crêpière sur l'étagère, ça me paraît pas mal. Nous arrivons au terme de cette émission et on va tout de suite accueillir Catherine Bossard pour le débriefing. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Mme Postilic. Bonjour. Alors, je viens tout droit de Saint-Gilles-Vieux-Marché, commune limitrophe des Côtes-du-Nord, sur la route de Saint-Mahieu. Et j'en profite de cette opportunité pour vous dire, on m'accuse de sorcellerie, Laurence, dans mon village. Oh non, ça c'est pas possible. Oui, on m'accuse de faire des choses pas bien, de jeter des sorts aux bêtes. On m'accuse de bien des choses, Laurence. Mais je viens, bien sûr, proclamer mon innocence à la télévision régionale. On vous croit tout de suite. Oui.
parce qu'il y a des individus louches dans le village, mais surtout sur ce plateau, hein, je tenais à vous le dire. Alors, qui balance la liste? Ce monsieur qui connaît un monsieur, Sébastien, déjà, oui, monsieur Soulabaille, vous êtes mon premier coupable. Parce que vous connaissez des gens qui marchent sur l'eau, monsieur Soulabaille. Et si ça, c'est pas louche. Ah oui, c'est louche. Regardez, c'est Madame Vérité, là, qui transforme les intérieurs, hein, qui fait des choses comme ça, qui fait sa magicienne. Ben ça, c'est louche. C'est louche aussi. Ça, c'est louche, c'est pas... Et vous, je viendrai vers vous après, parce que vous êtes le coupable principal. Vous allez voir, en attendant, je dis ma fiche. Oui, regardez tous ces gens là, route de l'Orient, qui font des incantations, qui transforment les buts du SRFC en galette saucisse. Ça c'est louche, moi j'irai voir par là, de ce côté-là. Ici il reste d'autres. Ah oui, monsieur Kerouat. Regardez-moi bien dans les yeux, monsieur Kerouat. Ce monsieur, son papa volait dans les airs. Ça c'est louche. Ensuite, vous transformez tout ce que vous touchez en or. Vous multipliez les salariés. Vous transformez le blé noir en galette. Ça c'est de la magie. Laurence Postic, ça, c'est de la magie. Oui, monsieur. Moi, j'irai voir déjà. Alors, madame, maître Garnier, heureusement que vous êtes là pour ma défense. Vous allez vous reconvertir dans les vieilles pierres pour une fois. Et puis, je compte sur vous pour assurer ma défense. Voilà. Là, il y a de la sorcellerie partout. Je ne sais même pas lire mon chrono. Il y a combien de temps, ma Postic? 30 secondes. Est-ce que vous êtes sous garantie décennale, vous? Parce que c'est ça qui peut vous sauver, parce que sinon... Alors oui, quelques décennies, oui. D'accord, alors ça décennies, oui. Merci beaucoup. Merci, Mme Bossard. Merci. Oui, mais de rien. Je veux que la vérité soit dite. Hein, c'est fait, là, je crois que c'est bon. C'est bon. Allez, on va également vous parler maintenant de ce qui vous attend pour la suite. C'est magique aussi, c'est le JT, tout à l'heure présenté par Valérie Chopin. Il n'y a plus de club breton en Coupe de France de football. Eh bien oui, vous voyez, ça, c'est pas de la magie, par contre. Lorient et Guingamp ont perdu hier soir, malgré la galette saucisse, c'est terrible. Nous reviendrons également dans votre information sur la grogne des avocats, et donc... Vous devez être bien au courant. Et puis nous découvrirons qu'à Brest, la Marine nationale propose un service national pour des jeunes en difficulté. Ça, c'est vraiment magique, par contre. Oui. Voilà. Hein, bon. Et ben voilà. C'est beau, les jeunes. Un grand merci, monsieur Kergoat, d'avoir été à nos côtés ce matin. Est-ce que vous avez un petit message rapide à lancer aux Bretons? Profitez-en, puisqu'ils vous écoutent. Ben écoutez, il faut que tout le monde adhère à la société de sauvegarde de la galette bretonne, parce que je trouve ça super. Et puis que tout le monde ait son t-shirt. Moi, je vais le réclamer dans tous les cas. Je pense que vous allez adhérer surtout. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, vendredi, nous recevrons Charles Tarot qui a fondé à Saint-Malo il y a 18 ans un concert cœur en cœur au profit des Restos du Cœur. Et ça dure toujours. Il nous racontera cette belle histoire demain, donc dès 9h50. On vous souhaite une très belle journée, un peu magique. Et puis, on se retrouve demain à 9h50.